C'est la question qui hante nos débats publics. Il y aurait trop d'immigrés, et ça expliquerait tout. Le chômage, les tensions, et même le rejet. On fait rentrer des gens ici, c'est des immigrés, il n'y a pas de travail pour le français, et ces immigrés, qu'est-ce qu'on fait? On les paye? Et qui les paye? Ah ben, moi le premier. Ben, il faudra réguler, c'est tout. Hein. Il ne faut pas que tout le monde rentre en pensant que la France, c'est l'Eldorado. C'est fermer les frontières et essayer déjà de mettre ça en ordre pour le moment. C'est difficile parce que les gens, ils rentrent avec leur famille, tout et tout, en pensant trouver la belle vie. Et puis en fin de compte, ils se trouvent devant des problèmes. Hein. Fermer les frontières, plus personne qui rentre, une. Mais peut-on totalement fermer les frontières? C'est la première question à se poser. Pour y répondre, j'ai rendez-vous avec une famille qui vient juste d'arriver d'Irak, des chrétiens. Bouchra et son mari, ingénieur et journaliste, ont dû fuir leur pays à cause des menaces de Daesh. Ça s'est passé en 48 heures, en 24 heures, pardon. Ils leur ont donné la possibilité de rester. S'ils deviennent musulmans, ils restent. Ou s'ils ne veulent pas, ou ils vont les tuer, ou il faut qu'ils partent. Si cette famille a choisi la France, c'est que leur tante y vivait et que le gouvernement leur a tendu les bras. Après cet accueil, assez exceptionnel, la famille a rendez-vous à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est le passage obligé pour tout demandeur d'asile. Fait rare, nous avons eu le droit d'assister à l'entretien de Bouchra. Donc l'entretien d'aujourd'hui a pour but de vous mettre en mesure d'expliquer oralement les motifs pour lesquels vous avez dû quitter votre pays. À partir du moment où Daesh est entré dans Mossoul, à tel point qu'on entendait les coups de feu, on a eu peur du fait que la région est une région chrétienne. On a eu peur pour notre vie. Nous avons décidé de partir. Les habitants de la ville faisaient comme vous à ce moment-là. C'était le cas où toute la population. Et moi, je ne savais plus où donner de la tête. Je pensais à moi-même, je pensais à mes enfants. Il y avait donc vous, votre époux et vos enfants, c'est ça? C'est ma fille qui était dans une deuxième voiture. Où se trouve-t-elle actuellement? Dans le nord du pays. Quand j'y pense... Vous souhaitez faire une pause, madame? تريدين ترتاحين شوية 5 دقائق؟ ها؟ نستمر يعني. Non, c'est pas grave, on peut continuer. D'accord. احنا رحنا على سليمانية على كنيسة يعني كنيسة بسليمانية. Nous sommes allés dans une église à Souleymania où il y avait déjà beaucoup de monde. Et comment s'est organisé donc votre départ pour la France? سمعنا بأنه هنا يعني على أساس راح يستقبلون المسيحيين. À travers ma tante qui est ici, nous avons appris que la France accueillerait des chrétiens. فسوينا طلب عندي أختي هم هنا. J'ai aussi une sœur ici, donc nous avons fait une demande. Mais on était à milieu de penser que ce projet allait se concrétiser. Voilà. Nous nous disions, nous n'avons rien à perdre, qu'on fasse cette démarche. Nous avons été accueillis chaleureusement. Déjà à l'intérieur du consulat, on se sentait ailleurs. Si l'on devait fermer les frontières, il faudrait renvoyer Bouchra en Irak. Et tous ceux qui fuient les génocides, l'intégrisme ou les tyrans.
La France tournerait le dos à une politique d'asile qui remonte à la Révolution française et dont Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, est particulièrement fier. C'est une tradition de la République. Et depuis 1952, l'OFPRA met en œuvre la Convention de Genève et les principes constitutionnels qui font que lorsque quelqu'un, un homme, une femme, un enfant, est persécuté, parce que c'est un militant politique, parce qu'il a une croyance religieuse, il appartient à une ethnie ou une orientation sexuelle, ou parce qu'il vient d'un pays en conflit, qu'il a des craintes pour lui ou sa famille, alors nous devons, la République doit le protéger. Malgré ce devoir et cette tradition, la République dit souvent non. Une seule demande sur 7 est acceptée. À l'heure actuelle, ce sont à peu près 70 000 demandeurs par an qui s'adressent à l'OFPRA. C'est très important, cela fait de la France le premier ou le second pays d'accueil pour les demandeurs d'asile en Europe. 10 000 personnes qui, à la fin, se verront reconnaître ce statut de protection par la République. Dans cette histoire, il faut bien faire la différence entre les immigrés que nous accueillons au titre de l'asile et ceux qui viennent pour des raisons économiques ou rejoindre leur famille. Combien sont-ils exactement ? Les plus inquiets imaginent un nombre alarmiste de clandestins sans jamais le prouver. Pour y voir clair, nous sommes allés consulter une instance internationale très sérieuse, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui publie les meilleures études sur le sujet. Les chiffres sont connus, ils sont publiés notamment dans le rapport annuel au Parlement. Ils montrent que la France n'est peut-être pas le grand pays d'immigration qu'elle a été. On compte, si on intègre les ressortissants européens, environ 270 000 entrées par an en France. C'est 0,4% de la population française. C'est environ 50% de moins que la moyenne de l'OCDE. C'est en dessous de la plupart des voisins européens. Première mise au point, qui ouvre une question. Comment se fait-il que certains voient plus d'immigrés qu'il n'y en a vraiment ? Peut-être parce que les migrants sont aussi souvent précaires et vivent dans ces mêmes endroits périphériques où la vie est moins chère. Comme ici, en Seine-Saint-Denis. À lui seul, ce petit département accueille 10% de l'immigration nationale. Il y a finalement un pourcentage pas tellement élevé, pas si élevé que ça, mais très concentré dans certaines zones, dans certaines régions. Ça, c'est sûrement un argument qui est en partie valide pour la France, qui du coup crée un sentiment d'envahissement et éventuellement de rejet. Il existe une autre raison. Nos regards, qui confondent parfois les immigrés et leurs enfants français. On fait la confusion entre les immigrés et leurs enfants. Effectivement, en France, on a environ 9% d'immigrés, de gens qui sont nés étrangers à l'étranger. Évidemment, si on rajoute les enfants des immigrés, là on arrive à 26% de la population, donc c'est un quart de la population, et c'est effectivement un des pays de l'OCDE où ce pourcentage est le plus élevé. Ce résultat, ce n'est pas le résultat de la politique migratoire actuelle, ni même de la politique migratoire d'il y a 5 ou d'il y a 10 ans, mais c'est évidemment le fait que, historiquement, la France a été un grand pays d'immigration. Et c'est le résultat de cette histoire qu'on voit aujourd'hui et qui crée donc cet amalgame et cette perception d'une immigration très importante. Impossible de parler d'immigration sans parler d'histoire. C'est la vocation de ce musée. À l'origine, ce bâtiment célébrait notre puissance coloniale. Aujourd'hui, il rend hommage à nos ancêtres immigrés. Ces travailleurs issus d'Afrique et d'Asie que nous sommes allés chercher dans nos colonies parce qu'ils coûtaient moins cher. C'est cette histoire qui a donné à la France le visage qu'elle a aujourd'hui. Le projet de ce musée, c'est vraiment de dire à tous les Français que l'histoire d'immigration, c'est pas l'histoire des autres, c'est notre histoire à nous les Français, puisqu'on est un quart en France à avoir des origines étrangères. Et pour des jeunes, le fait d'aller dans une institution nationale qui est imposante à cause du bâtiment et de voir que dans le patrimoine de la nation, il y a aussi cette histoire qui est leur histoire éventuellement, je pense que c'est de nature à apaiser et peut-être à créer un sentiment de fierté chez des gens qui finalement n'avaient peut-être pas admis que leurs parents aussi avaient été héroïques et courageux en venant travailler en France il y a quelques années. Que sont devenus ces travailleurs immigrés ? Nous sommes allés les retrouver rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris.
en compagnie d'une députée algérienne qui défend les droits de ceux qu'on appelle les Chibani. Ces migrants, venus en France dans les années 60, sont maintenant à la retraite. Beaucoup ont laissé leur famille en Algérie pour vivre dans ces chambres exiguës, parfois louées à prix d'or. Vous êtes choisi comme colocataire ou ça s'est fait comme ça? Quand je suis venu la première fois, moi j'ai demandé une chambre tout seul. Alors à l'époque, c'était plein. Vous regrettez pas parfois? Vous vous dites pas, finalement, il aurait peut-être fallu rester vivre en Algérie? C'est-à-dire j'ai travaillé ici et là-bas j'ai pas travaillé. C'est ici que j'ai mes droits. C'est pas là-bas. Ici que vous avez cotisé? Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais quand vous êtes parti d'Algérie dans les années 70 pour venir ici, oui. vous imaginiez ce parcours, cet avenir-là? Ah non. Ça fait combien de temps que vous vivez dans cette chambre-là? Ça fait 8 ans. Et elle fait combien de mètres carrés, cette chambre? Ça fait 9 mètres carrés à peu près. 9 mètres carrés, vous payez combien par mois? 3,70. 370 €. Ouais. Avec les toilettes en bas. J'ai travaillé jusqu'au 74, je suis tombé accident de travail. Je suis tombé dans le 7e étage. Ah ouais. Et ben, j'avais un bout de fer qui est rentré là. J'ai 2 fractures à la tête. Et après votre accident, vous avez continué à travailler dans le bâtiment? Ouais. Pendant combien de temps? Je suis peintre. Peintre? Ah oui, toujours? Ouais. Je suis habitué ici. J'avais 17 ans que je suis rentré ici. Alors moi, je suis comme ça. Moi, je préfère, même je dois avoir à l'âge de 90 ans, je reste ici. Je suis comme ça, je suis habitué ici. La vie était plus ou moins difficile, mais quand on accepte, on l'a voulu. Ces migrants qui ont cotisé en France toute leur vie, certains les accusent de coûter trop cher. D'autres, de voler le travail des Français. C'est un raisonnement qui est erroné. Parce que c'est un raisonnement qui suppose qu'il y a un gâteau et qu'on se partage le gâteau. Or, l'immigration, elle contribue à augmenter la taille du gâteau. Si je veux trouver une formule simple, je dirais que les immigrés ne mangent pas le pain des Français, ils le fabriquent et ils achètent le pain. Enfin, quand on a tous du fric, ça va, on peut supporter l'étranger. Quand on en a moins, on se dit il est en train de nous bouffer notre part, quoi. Voilà, donc c'est la situation économique qui fait que, à mon avis, les Français supportent mal l'immigration. Oui, je pense qu'elle est un coût important, surtout à cause des problèmes de sécurité sociale et de toutes les charges qui sont inhérentes. À travers les aides sociales, etc., on est quand même un pays où on aide beaucoup, et on assiste beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, je pense que l'immigration est un coût. Je n'ai pas les chiffres, mais j'avoue que je suis en effet très certain que c'est beaucoup plus coûteux que ça ne rapporte. Je pense que les gens qui viennent d'ailleurs rapportent une richesse à la France. Donc pourquoi ne pas apprendre de ces gens-là? On a passé toute l'histoire de la France, on est allé puiser dans d'autres pays, on a colonisé d'autres pays pour aller chercher d'autres cultures, d'autres idées. Donc je ne pense pas que ça puisse nous coûter un max par rapport à ce que ça nous rapporte. Ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des pays, le bilan fiscal net est positif pour les immigrés. Ça veut dire que les immigrés, ils versent plus en taxes et en cotisations qu'ils ne reçoivent de prestations individuelles. Alors, c'est aussi vrai pour les natifs. La différence vient que, ensuite, évidemment, il faut prendre en compte toutes les dépenses générales. Les infrastructures, la police, la justice. Et donc, dans ce cas-là, le bilan devient négatif, mais il devient négatif pour tout le monde. Ce ne sont pas les immigrés qui creusent le déficit de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que souvent, en plus, ils ne connaissent même pas leurs droits. Il y en a qui ont cotisé, par exemple, à 2 caisses de retraite complémentaires, mais qui ne le savent même pas. Moi, je pense que la sécurité sociale gagne beaucoup d'argent sur les vieux retraités. On résume. On ne peut pas totalement fermer les frontières, à moins de refuser l'asile aux persécutés, d'interdire à un Français d'épouser quelqu'un d'étranger, ou de mettre en péril notre économie. Alors, pourquoi cette obsession? Et si les responsables n'étaient pas seulement les racistes, mais aussi ceux qui, à force de provocation, nous incitent à tout mélanger, surtout depuis le 11 septembre. Quand on nous parle du 11 septembre, à nous, Algériens, qui avons eu 200 000 morts, qui avons... moi, je suis sortie de chez moi, et moi, je suis originaire de Blida, à 50 km de Tibérine.
Qui a connu beaucoup de massacres. Voilà. Quand on sortait de la maison, on trouvait les têtes de nos voisins posées sur le trottoir. Donc quand on voit la tête de son voisin posée sur le trottoir, on n'a pas envie de prendre un avion et d'aller exploser le World Trade Center. On a plutôt envie d'aller exploser les terroristes. Donc associer le 11 septembre à l'émigration algérienne, c'est pour moi, c'est extrêmement choquant. Si le problème n'est pas l'immigration, mais l'intégrisme, c'est donc que la solution n'est pas la xénophobie, mais l'intégration. Et ça, c'est la spécialité de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme ici à Bobigny. Bonjour. Placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, il est chargé de faire signer des contrats d'accueil et d'intégration aux migrants. Vous êtes aujourd'hui présent sur la plateforme pour la signature du contrat d'accueil et d'intégration. Le contrat qui fait partie de votre parcours pour l'intégration. Il est obligatoire. Il y a 4 formations dans le contrat d'accueil et d'intégration. Il y a la formation civique, la formation linguistique, le bilan de compétences professionnelles et la vie en France. D'accord ? On ne le dit pas souvent, mais beaucoup d'immigrés doivent suivre ces formations pour obtenir la nationalité et parfois même un simple titre de séjour. Quel est votre niveau scolaire en Algérie ? J'ai Bac plus 5. Bac plus 5, d'accord. Votre expérience professionnelle au pays ? Donc j'ai travaillé 2 ans comme enseignante. Enseignante, d'accord. Jean-Dominique Fabry dirige l'OFII de Seine-Saint-Denis. Il applique au quotidien une politique qui, loin des polémiques, ne varie pas fondamentalement d'un gouvernement à l'autre. J'ai vécu moi-même plusieurs alternances politiques, puisque je ne suis pas nouveau au sein de cet établissement. La même logique est respectée. Ensuite, le curseur est plus ou moins placé en fonction aussi des exigences du moment. Ce qui est en cours actuellement, c'est à la fois avoir un niveau de linguistique rehaussé, et d'autre part, rénover la formation civique qui sera consacrée davantage aux valeurs de la République que sur un cours de droit constitutionnel. Nous avons pu assister à ces formations civiques dont on ne parle presque jamais. Ce jour-là, le cours est assuré par Samia Tabet, qui enseigne le respect de la laïcité à des migrants venus du monde entier. Et surtout, je vous rappelle une chose, bien sûr, vous avez signé tous et toutes là le contrat d'accueil d'intégration. Parmi les engagements que vous avez pris, c'est celui de respecter la liberté, le principe d'égalité, fraternité, puis bien sûr le principe de laïcité, sur lequel je vous invite, bien sûr, à la plus grande vigilance, parce que bien sûr, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous trouver votre place ici en France. Et comme je vous ai rappelé à plusieurs reprises, ce principe de laïcité permet surtout le vivre ensemble. Pourquoi c'est bien? Parce qu'au final, dans l'espace public, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, quelle que soit la culture à laquelle on appartient, quelle que soit la région du monde d'où l'on vient, on peut trouver sa place à partir du moment où ce principe de laïcité est respecté. D'accord? Voilà. Est-ce que parmi vous, parce qu'il y a des Algériens, alors je vous laisse parler parce que moi ça fait longtemps que j'ai quitté l'Algérie, donc je ne sais pas, vous saurez mieux parler de l'Algérie. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi je trouve que se retrouver dans un pays laïque, c'est moins de pression, on est plus en sûreté. Je veux dire, moi je trouve que c'est un concept qui soulage. C'est plus un soulagement que... Donc c'est bien. Surtout pour des femmes qui viennent de certains pays vraiment qui sont connus, quoi. Et c'est vrai, vraiment un grand soulagement pour moi, je comprends. Voilà, là-bas ils sont tout faits. Il y a, dans certains pays où l'homme, c'est lui qui... Voilà. Ah oui, c'est une société, donc, bien quand sûr. elle arrive dans un pays laïque, c'est normal qu'elle respecte. En tant que femme, on est reconnu déjà. Je trouve que dans un pays de droit comme la France, on est reconnu autant qu'individu à part entière. Et c'est très important, et ça fait du bien, et c'est un grand soulagement. Ici, vous existez pleinement en tant qu'individu. C'est vrai que ça change radicalement, absolument. C'était bien de voir ces visages et de s'éclaircir les idées sur un sujet souvent piégé par les fantasmes et la démagogie. Maintenant que c'est fait, je peux porter les doléances de quelques Français en colère à 2 députés. Bonjour Caroline Forest. Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Bonjour. Bonjour. Et Sandrine Mazetier pour le Parti socialiste.
tout à fait vivre dans un tous ensemble, avec chacun des coutumes différentes, des opinions différentes, des religions différentes. Pour moi, quand on vient quelque part et quand on s'intègre, on essaie de s'adapter à la culture qui est sur place, à la façon de fonctionner, aux lois, et à trouver sa place. On n'essaie pas forcément de changer l'endroit où on est. On peut apporter des plus, comme partout. Vous arrivez dans une entreprise, vous avez forcément des choses à apporter dans l'entreprise. Maintenant, vous n'allez pas aller voir la direction de l'entreprise pour dire c'est nul chez vous, il faut faire autrement. En général, vous ne faites pas long feu. C'est pareil pour un pays. Dans les témoignages, les doléances que vous me présentez, en fait, il y a tous les paradoxes du peuple français par rapport aux étrangers et à son identité propre, d'ailleurs. Je pourrais adhérer à 95% des témoignages, voire peut-être deux plus excessifs dans un sens ou dans un autre. C'est que, en fait, ce qu'on a créé, ce qu'ils ont créé, les irresponsables qui nous gouvernent depuis 30 ans, c'est qu'ils ont créé une situation, à force de laxisme, à force de manque de courage, où on a mis ensemble des gens qui ne peuvent plus vivre ensemble. La part du débat public et de son instrumentalisation est majeure. Parce qu'en réalité, il n'y a pas plus d'immigrés en 2010 qu'il n'y en avait en 2007. Les 200 000 qui rentrent, c'est le chiffre officiel. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'illégaux qui rentrent. Tous les Français qui se promènent dans le métro ou dans le RER sauront qu'il y a un problème migratoire qui n'est pas contrôlé. Alors l'immigration irrégulière, à l'échelle européenne, les chiffres ils sont liés à l'activité de Frontex. Et ils sont relativement stables. Il y a à peu près 100 000 personnes en situation irrégulière en Europe, pas en France, en Europe, en moyenne chaque année. Nous avons un problème majeur à l'intérieur de l'Union européenne, des travailleurs détachés qui sont 400 000 dans notre pays aujourd'hui, c'est un système low cost, ce sont les délocalisations de l'intérieur, et qui est un scandale absolu, qui conduit à un chômage massif et qu'il faut bien évidemment fermer, finir. La libre circulation des Européens en Europe, ce n'est pas la libre installation. Et c'est souvent ça qu'on confond. La liberté de circulation, elle profite aux Français, comme aux Allemands, comme aux Luxembourgeois. Et elle participe aussi de l'activité économique et du développement économique de notre pays. Si on fermait nos frontières au reste de l'Europe et au reste du monde, à ce moment-là, le reste de l'Europe et le reste du monde fermerait aussi ses frontières aux Français. Donc nous, le problème de fond, c'est qu'on n'a pas choisi notre modèle. On veut ouvrir les frontières comme les États-Unis, mais on donne la sécurité sociale. Les prestations sociales données de manière laxiste créent un appel d'air. Point. Refuser l'accès aux soins à des personnes au motif qu'elles sont en situation irrégulière, c'est prendre le risque qu'elles transmettent leur maladie à d'autres personnes. Et puis, c'est s'exposer de toute façon au fait que les soigner plus tard, ça nous coûtera plus cher. Je suis pour des dispensaires et qu'il n'y ait pas une aide médicale d'État automatique. C'est-à-dire, je veux qu'on soigne des étrangers en situation irrégulière, bien évidemment, je ne suis pas un monstre, mais comme avant, il y avait des dispensaires avec des bons, mais il n'y avait pas un droit de tirage. C'est tout. Il n'y a pas de monde et de respect de la dignité humaine s'il n'y a pas de frontières, un minimum. Ça ne veut pas dire des murs, bien sûr. Et qui peut croire vouloir mettre des murs au XXIe siècle? La solution, c'est pas de fermer les frontières, ça serait une catastrophe d'abord et avant tout pour les Français. C'est surtout de substituer, encore une fois, à l'obsession identitaire, l'obsession égalitaire, parce que c'est ça la promesse de la République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, on l'oublie trop souvent, et ça c'est un projet mobilisateur. La question fondamentale, elle est de savoir si le peuple français croit encore en ses valeurs et dit aux étrangers qui viennent chez nous, voilà, on vous accueille, mais vous respectez les règles, vous adhérez à un système de valeurs. C'est tout. Il faut proposer de s'identifier à autre chose que de se retourner vers son passé et de se raccrocher à ses origines. Il ne faut pas les nier, mais il faut aussi savoir les dépasser. On aimerait bien vivre dans un pays plus apaisé sur ces sujets. Ne serait-ce que pour être à la hauteur de ces valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Celles que nous envient des hommes et des femmes prêts à traverser le monde pour venir jusqu'ici, respirer.